C'est à ce moment précis que ma poitrine s'est complètement engourdie. Mes mains étaient crispées sur le volant, positionnées fermement à 10h10. Nous avancions au pas sur l'autoroute en direction de l'aéroport, l'après-midi de la veille de Noël. Le ciel était une chape de gris lourde et étouffante, et le trafic en pare-choc contre pare-choc n'avançait que pour me faire croire cruellement que nous pourrions réellement attraper notre vol. À l'arrière, ma fille de 6 ans, Lola, vibrait d'excitation sur son rehausseur. Elle comptait les jours avant ce voyage comme si c'était le matin de Noël et son anniversaire. Réunie, impatiente de voir enfin ses grands-parents. Lola remuait joyeusement ses jambes, me demandant si son cousin Maxime jouerait au super-héros avec elle. Cette année, Maxime était le fils de ma sœur aînée, Amandine, un garçon de 7 ans qui traitait généralement Lola comme une publicité agaçante qu'il ne pouvait pas passer. Je lui ai assuré qu'ils allaient s'amuser comme des fous, en empruntant cette voix excessivement enjouée que les mères s'inventent lorsqu'elles mentent pour préserver la paix. Lola s'est contentée de fredonner, serrant fort contre elle un lapin en peluche tout élimé dont elle affirmait qu'il devait absolument vivre un vrai repas de réveillon. Elle avait même préparé des marque-places fait maison avec du papier cartonné et des coloriages maladroits, s'attendant à des retrouvailles familiales magiques. Puis mon tableau de bord s'est éclairé, affichant un appel entrant de ma mère, Evelyne. J'ai souri par automatisme, un réflexe acquis après des années passées à tenter de préserver la paix. J'ai appuyé sur le bouton du haut-parleur pour garder les yeux rivés sur les embouteillages tout en répondant. Je l'ai salué chaleureusement, lui disant que nous progressions plutôt bien malgré les départs massifs pour les fêtes. La voix de ma mère a répondu avec une douceur étrange et calculée qui m'a immédiatement noué l'estomac d'angoisse. C'était le ton bien particulier qu'elle employait lorsqu'elle s'apprêtait à annoncer une terrible nouvelle tout en déclinant toute responsabilité. Avant même que je ne puisse finir ma phrase, Evelyne m'a coupé net, brisant instantanément mon fragile optimisme de fête. Elle m'a expliqué que la famille en avait discuté et qu'il avait décidé qu'il valait mieux que nous ne venions pas. Mon esprit s'est vidé alors que je tentais d'assimiler les paroles cruelles qui résonnaient dans l'habitacle. Elle a déclaré avec détachement que Lola était tout simplement trop embarrassante pour la compagnie et qu'Amandine méritait des fêtes totalement sans stress. Le poids de ces mots m'a frappé comme un coup physique, me coupant temporairement le souffle. Mes mains se sont crispées sur le volant au point que mes articulations en sont devenues blanches alors que je me rangeais sur la bande d'arrêt d'urgence. J'ai enclenché le frein à main et j'ai immédiatement saisi mon téléphone sur le tableau de bord, coupant le haut-parleur avant que Lola ne puisse comprendre la trahison. Je suis sorti dans le vent glacial du bas-côté, la voix tremblante de rage alors que j'exigeais des explications. Ma mère n'a même pas essayé d'adoucir le coup une seconde fois, répétant qu'Amandine recevait des personnes importantes. Elle a clairement fait comprendre que les particularités comportementales de ma fille gâcheraient l'image parfaite qu'il voulait projeter. Lorsque je lui ai fait remarquer que nous avions déjà nos billets d'avion et que nous étions littéralement à quelques minutes du terminal, Evelyne m'a coupé la parole. Elle a déclaré que la tranquillité d'Amandine importait plus que nos projets de voyage. Puis elle a brusquement raccroché. Je suis resté planté là, dans le froid glacial, fixant l'écran éteint, attendant un message qui me dirait que tout cela n'était qu'une mauvaise blague. Comme rien ne se passait, j'ai immédiatement composé le numéro d'Amandine, espérant que ma propre sœur aurait un reste d'empathie humaine. À la place, elle a décroché en poussant un soupir agacé et défensif, visiblement irrité que je l'appelle pour contester leur décision concertée. Amandine a vigoureusement défendu leur choix, m'expliquant que son mari, Vincent, recevait
à dîner des clients très importants de son entreprise. Elle a clairement fait comprendre que la neurodivergence de Lola et ses crises de surcharge sensorielle occasionnelles n'avaient pas leur place dans la soirée élégante qu'elle avait méticuleusement planifiée. Quand j'ai rétorqué que ma fille était un être humain et non un embarras à cacher, Amandine m'a accusé de tout dramatiser. Elle m'a dit que c'était précisément cette attitude qui faisait que la famille ne pouvait jamais composer avec moi, se posant ainsi entièrement en victime. J'ai refusé de lui donner la satisfaction d'une dispute, j'ai murmuré une brève réponse et j'ai raccroché. Quand je suis remontée dans le véhicule, Lola me fixait avec deux grands yeux anxieux, sentant intuitivement la lourdeur du silence. J'ai forcé un sourire de façade, mais avant même que je ne puisse inventer un mensonge rassurant, ma fille m'a brisé le cœur. Elle a baissé les yeux vers son lapin en peluche et m'a demandé si mamie et papy la détestaient parce qu'elle était bizarre. La douleur brute dans sa petite voix m'a donné envie de hurler à m'en déchirer la gorge. Mais je savais que je devais être forte. J'ai enclenché la marche arrière, abandonné complètement la route de l'aéroport et nous ai conduite vers un glacier du coin à la place. Nous nous sommes installés près de la fenêtre du magasin tranquille, fixant une immense coupe glacée que ni l'une ni l'autre n'avaient le cœur à manger. Un couple âgé et leur fille adulte à la table d'à côté ont remarqué mon visage baigné de larmes et la profonde tristesse de Lola. La vieille dame, Roseline, s'est doucement penchée et nous a demandé si tout allait bien, brisant ainsi le mur de solitude et de chagrin dans lequel je m'enfermais. Sa fille, Marion, s'est immédiatement approchée de Lola pour lui demander si elle voulait voir les chevaux en plastique dans l'espace de jeu. Alors que les filles s'éloignaient, la gentillesse sincère de ces parfaits inconnus a fait éclater ma digue émotionnelle. J'ai confessé à Roseline et à son mari Arthur que ma famille venait tout juste de nous désinviter pour Noël à cause de ma fille. La mâchoire d'Arthur s'est crispée dans un dégoût immédiat, et Roseline m'a regardé avec une profonde chaleur maternelle que je n'avais jamais connue de la part de ma propre mère. Elle n'a pas insisté pour obtenir des détails, mais a simplement demandé comment une mère pouvait délibérément rejeter son propre petit enfant. J'ai laissé échapper un rire amer, expliquant que dans ma famille, l'apparence était la seule monnaie d'échange qui comptait. Vraiment. Je me suis surprise à me confier sur toute une vie passée à n'être que la pièce rapportée insignifiante derrière ma sœur Amandine. En grandissant, Amandine était l'enfant chéri qui ne faisait jamais de faux pas, tandis que mes réussites étaient traitées comme de simples tâches ordinaires attendues. Lorsqu'Amandine a épousé Vincent, un homme riche que mes parents adoraient, son statut de reine de la famille a été définitivement scellé. Mon parcours avait été radicalement différent, me menant vers un mariage toxique et violent que j'avais fini par fuir au milieu de la nuit. Lorsque je m'étais tournée vers mes parents pour chercher un refuge, un enfant en bas âge dans les bras, ils m'avaient offert des jugements plutôt que du réconfort. Ils minimisaient sans cesse les abus, me disant que j'étais trop sensible et que je gâchais l'image esthétique de la famille. Finalement, ils avaient rendu notre séjour si inconfortable que j'avais accepté un emploi éloigné dans une autre région, juste pour échapper à leur désapprobation étouffante. Revenir pour les fêtes était ma dernière tentative d'offrir à Lola cette grande famille dont elle entendait constamment parler dans les livres d'histoire. Roseline m'a écoutée attentivement, puis elle a tendu les mains à travers la table pour prendre mes mains tremblantes, insistant avec ferveur pour que nous passions Noël chez elle. Le lendemain, entrer dans la maison de Roseline donnait l'impression de pénétrer dans un univers totalement différent, empli du riche parfum de la dinde rôtie et de rires sincères. Alors que Lola jouait joyeusement à des jeux de société avec Marion, mon téléphone a vibré, m'indiquant une notification de réseau social qui a figé le temps.
C'était une photo de famille festive publiée par ma mère, montrant Amandine, Vincent et leurs enfants parfaits réunis autour d'une table opulente. La légende s'extasiait sur la perfection absolue de la famille, accompagnée de dizaines de commentaires louant leur vie magnifique et bénie. Nous avions été entièrement effacés du récit, balayés comme une tache embarrassante sur leur toile de fond familiale immaculée. J'ai fixé l'image, m'attendant à ressentir une vague de tristesse dévastatrice m'envahir. Au lieu de cela, une profonde clarté glaciale s'est installée au plus profond de mes os, effaçant le moindre désir de courir à nouveau après leur affection. J'ai discrètement supprimé mon compte de réseau social, j'ai glissé le téléphone dans ma poche et je suis retourné dans la chaleur de la salle à manger de Roseline. J'ai réalisé que la vraie famille ne se définit pas par un ADN partagé ou des images publiques lisses, mais par les personnes qui choisissent de vous aimer inconditionnellement. Plus tard dans la soirée, Lola s'est blottie contre mon épaule, me demandant si sa grand-mère biologique voudrait d'elle un jour. J'ai déposé un baiser sur le sommet de sa tête, je l'ai regardé droit dans les yeux. Et je lui ai dit que nous avions déjà tout ce dont nous avions besoin ici même.